Robinson Crusoé, chapitre 6. J'étais alors dans la 23e année de ma résidence dans cette île, et si accoutumé à ce séjour et à mon genre de vie, que si j'eusse eu l'assurance que les sauvages ne viendraient point me troubler, j'aurais volontiers signé la capitulation de passer là le reste de mes jours, jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que je fusse gisant, et que je mourusse comme le vieux bouc dans la caverne. Je m'étais ménagé quelques distractions et quelques amusements qui faisaient passer le temps plus vite et plus agréablement qu'autrefois. J'avais, comme je l'ai déjà dit, appris à parler à mon Paul, et il le faisait si familièrement et il articulait si distinctement, si pleinement, que c'était pour moi un grand plaisir de l'entendre. Il vécut avec moi non moins de 26 ans. Combien vécut-il ensuite, je l'ignore. On prétend au Brésil que ces animaux peuvent vivre 100 ans. Peut-être mon bon Paul existe-t-il encore, et appelle-t-il encore en ce moment le pauvre Robin Crusoé. Je ne souhaite pas qu'un Anglais ait le malheur d'aborder mon île et de l'y entendre jaser, mais si cela advenait, assurément il croirait que c'est le diable. Mon chien me fut un très agréable et très fidèle compagnon pendant 16 ans. Il mourut de pure vieillesse. Quant à mes chats, ils multiplièrent, comme je l'ai dit, et à un tel point que je fus d'abord obligé d'en tuer plusieurs pour les empêcher de me dévorer, moi et tout ce que j'avais. Mais enfin, après la mort des 2 vieux que j'avais apportés du navire, les ayant pendant quelque temps continuellement chassés et laissés sans nourriture, ils s'enfuirent tous dans les bois et devinrent sauvages, excepté 2 ou 3 favoris que je gardais auprès de moi. Ils faisaient partie de ma famille. Mais j'eus toujours grand soin, quand ils m'étaient bas, de noyer tous leurs petits. En outre, je gardais toujours autour de moi 2 ou 3 chevreaux domestiques que j'avais accoutumés à manger dans ma main, et 2 autres perroquets qui jasaient assez bien pour dire Robin Crusoé. Pas aussi bien toutefois que le premier. À la vérité, pour eux, je ne m'étais pas donné autant de peine. J'avais aussi quelques oiseaux de mer apprivoisés, dont je ne sais pas les noms. Je les avais attrapés sur le rivage et leur avais coupé les ailes. Les petits pieux que j'avais plantés en avant de la muraille de mon château, étant devenus un bocage épais et touffu, ces oiseaux y nichaient et y pondaient parmi les arbrisseaux, ce qui était fort agréable pour moi. En résumé, comme je le disais tantôt, j'aurais été fort content de la vie que je menais, si elle n'avait point été troublée par la crainte des sauvages. Mais il en était ordonné autrement. Pour tous ceux qui liront mon histoire, il ne saurait être hors de propos de faire cette juste observation. Que de fois n'arrive-t-il pas, dans le cours de notre vie, que le mal que nous cherchons le plus à éviter, et qui nous paraît le plus terrible quand nous y sommes tombés, soit la porte de notre délivrance, l'unique moyen de sortir de notre affliction. Je pourrais en trouver beaucoup d'exemples dans le cours de mon étrange vie, mais jamais cela n'a été plus remarquable que dans les dernières années de ma résidence solitaire dans cette île. Ce fut au mois de décembre de la 23e année de mon séjour, comme je l'ai dit, à l'époque du solstice méridional, car je ne puis l'appeler solstice d'hiver, temps particulier de ma moisson qui m'appelait presque toujours au champ, qu'un matin, sortant de très bonne heure, avant même le point du jour, je fus surpris de voir la lueur d'un feu sur le rivage, à la distance d'environ 2 miles, vers l'extrémité de l'île où j'avais déjà observé que les sauvages étaient venus. Ce n'était point cette fois sur l'autre côté, mais bien, à ma grande affliction, sur le côté que j'habitais. À cette vue horriblement effrayée, je m'arrêtai court, et n'osai pas sortir de mon bocage, de peur d'être surpris. Encore n'y étais-je pas tranquille, car j'étais plein de l'appréhension que si les sauvages en venaient à trouver ma moisson pendante ou coupée, ou rôdant, n'importe quels travaux et quelle culture,
Ils en concluraient immédiatement que l'île était habitée et ne s'arrêteraient point qu'ils ne m'eussent découvert. Dans cette angoisse, je retournai droit à mon château, et ayant donné à toutes les choses extérieures un aspect aussi sauvage, aussi naturel que possible, je retirai mon échelle après moi. Alors je m'armai et me mis en état de défense. Je chargeai toute mon artillerie, comme je l'appelais, c'est-à-dire mes mousquets montés sur mon nouveau retranchement et tous mes pistolets, bien résolus à combattre jusqu'au dernier soupir. Je n'oubliai pas de me recommander avec ferveur à la protection divine et de supplier Dieu de me délivrer des mains des barbares. Dans cette situation, ayant attendu 2 heures, je commençais à être fort impatient de savoir ce qui se passait au dehors. Je n'avais point d'espion à envoyer à la découverte. Après être demeuré là encore quelque temps, et après avoir songé à ce que j'avais à faire en cette occasion, il me fut impossible de supporter davantage l'ignorance où j'étais. Appliquant donc mon échelle sur le flanc du rocher où se trouvait une plate-forme, puis la retirant après moi et la replaçant de nouveau, je parvins au sommet de la colline. Là, couché à plat ventre sur la terre, je pris ma longue-vue, que j'avais apportée à dessein, et je la braquai. Je vis aussitôt qu'il n'y avait pas moins de 9 sauvages, assis en rond autour d'un petit feu. Non pas pour se chauffer, car la chaleur était extrême, mais, comme je le supposais, pour apprêter quelque atroce mets de chair humaine qu'ils avaient apporté avec eux, ou morte ou vive, c'est ce que je ne pus savoir. Ils avaient avec eux 2 pirogues halées sur le rivage, et, comme c'était alors le temps du jusant, ils me semblèrent attendre la montée du flot pour s'en retourner. Il n'est pas facile de se figurer le trouble où me jeta ce spectacle, et surtout leur venue si proche de moi et sur mon côté de l'île. Mais quand je considérai que leur débarquement devait toujours avoir lieu au jusant, je commençai à retrouver un peu de calme, certain de pouvoir sortir en toute sûreté pendant le temps du flot, si personne n'avait abordé au rivage auparavant. Cette observation faite, je me remis à travailler à ma moisson avec plus de tranquillité. La chose arriva comme je l'avais prévu, car aussitôt que la marée porta à l'ouest, je les vis tous monter dans leurs pirogues et tous ramer ou pagailler, comme cela s'appelle. J'aurais dû faire remarquer qu'1 heure environ avant de partir, ils s'étaient mis à danser, et qu'à l'aide de ma longue vue, j'avais pu apercevoir leur posture et leur gesticulation. Je reconnus par la plus minutieuse observation qu'ils étaient entièrement nus, sans le moindre vêtement sur le corps. Mais étaient-ce des hommes ou des femmes? Il me fut impossible de les distinguer. Sitôt qu'ils furent embarqués et partis, je sortis avec 2 mousquets sur mes épaules, 2 pistolets à ma ceinture, mon grand sabre sans fourreau à mon côté, et avec toute la diligence dont j'étais capable, je me rendis à la colline où j'avais découvert la première de toutes les traces. Dès que j'y fus arrivé, ce qui ne fut qu'au bout de 2 heures, car je ne pouvais aller vite chargé d'armes comme je l'étais, je vis qu'il y avait eu en ce lieu 3 autres pirogues de sauvages, et, regardant au loin, je les aperçus toutes ensemble faisant route pour le continent. Ce fut pour moi un terrible spectacle, quand en descendant au rivage, je vis les traces de leurs affreux festins, du sang, des os, des tronçons de chair humaine qu'ils avaient mangés et dévorés avec choix. Je fus si rempli d'indignation à cette vue que je recommençai à méditer le massacre des premiers que je rencontrerais, quels qu'ils pussent être et quelque nombreux qu'ils fussent. Il me parut évident que leur visite dans l'île devait être assez rare, car il se passa plus de 15 mois avant qu'ils ne revinssent. C'est-à-dire que durant tout ce temps, je n'en revis ni trace ni vestige. Dans la saison des pluies, il était sûr qu'ils ne pouvaient sortir de chez eux, du moins pour aller si loin. Cependant, durant cet intervalle, je vivais misérablement. L'appréhension d'être prise à l'improviste m'assiégeait sans relâche. D'où je déduis que l'expectative du mal est plus amère que le mal lui-même,
quand surtout on ne peut se défaire de cette attente ou de ces appréhensions. Pendant tout ce temps-là, mon humeur meurtrière ne m'abandonna pas, et j'employais la plupart des heures du jour, qui auraient pu être beaucoup mieux dépensées, à imaginer comment je les circonviendrais et les assaillirais à la première rencontre, surtout s'ils étaient divisés en 2 parties comme la dernière fois. Je ne considérais nullement que si j'en tuais une bande, je suppose de 10 ou 12, et que le lendemain, la semaine ou le mois suivant j'en tuasse encore d'autres, et ainsi de suite à l'infini, je deviendrais aussi meurtrier qu'ils étaient mangeurs d'hommes, et peut-être plus encore. J'usais ma vie dans une grande perplexité et une grande anxiété d'esprit. Je m'attendais à tomber un jour ou l'autre entre les mains de ces impitoyables créatures. Si je me hasardais quelquefois dehors, ce n'était qu'en promenant mes regards inquiets autour de moi, et avec tout le soin, toute la précaution imaginable. Je sentis alors, à ma grande consolation, combien c'était chose heureuse pour moi que je me fusse pourvu d'un troupeau ou d'une harde de chèvres, car je n'osais en aucune occasion tirer mon fusil, surtout du côté de l'île fréquentée par les sauvages, de peur de leur donner une alerte. Peut-être se serait-il enfui d'abord, mais bien certainement il serait revenu au bout de quelques jours, avec 200 ou 300 pirogues. Je savais ce à quoi je devais m'attendre alors. Néanmoins, je fus 1 an et 3 mois avant d'en revoir aucun. Mais comment en revis-je, c'est ce dont il sera parlé bientôt. Il est possible que durant cet intervalle, ils soient revenus 2 ou 3 fois, mais ils ne séjournèrent pas, ou au moins n'en eus-je point connaissance. Ce fut donc, d'après mon plus exact calcul, au mois de mai, et dans la 24e année de mon isolement, que j'eus avec eux l'étrange rencontre dont il sera discouru en son lieu. La perturbation de mon âme fut très grande pendant ces 15 ou 16 mois. J'avais le sommeil inquiet, je faisais des songes effrayants, et souvent je me réveillais en sursaut. Le jour, des troubles violents accablaient mon esprit. La nuit, je rêvais fréquemment que je tuais des sauvages, et je pesais les raisons qui pouvaient me justifier de cet acte. Mais laissons tout cela pour quelque temps. C'était vers le milieu de mai, le 16e jour, je pense, autant que je pus m'en rapporter à mon pauvre calendrier de bois, où je faisais toujours mes marques. C'était, dis-je, le 16 mai. Un violent ouragan souffla tout le jour, accompagné de quantités d'éclairs ou de coups de tonnerre. La nuit suivante fut épouvantable. Je ne sais plus quel en était le motif particulier, mais je lisais la Bible et faisais de sérieuses réflexions sur ma situation, quand je fus surpris par un bruit semblable à un coup de canon tiré en mer. Ce fut pour moi une surprise d'une nature entièrement différente de toutes celles que j'avais eues jusqu'alors, car elle éveilla en mon esprit de toutes autres idées. Je me levai avec toute la hâte imaginable, et en un tour de main j'appliquai mon échelle contre le rocher. Je montai à mi-hauteur, puis je la retirai après moi. Je la replaçai, et j'escaladai jusqu'au sommet. Au même instant, une flamme me prépara à entendre un second coup de canon, qui en effet, au bout d'une demi-minute, frappa mon oreille. Je reconnus par le son qu'il devait être dans cette partie de la mer où ma pirogue avait été drossée par les courants. Je songeai aussitôt que ce devait être un vaisseau en péril, qui, allant de conserve avec quelque autre navire, tirait son canon en signal de détresse pour en obtenir du secours, et j'eus sur-le-champ la présence d'esprit de penser que, bien que je ne pusse l'assister, peut-être lui m'assisterait-il. Je rassemblai donc tout le bois sec qui se trouvait aux environs, et j'en fis un assez beau monceau que j'allumai sur la colline. Le bois étant sec, il s'enflamma facilement, et malgré la violence du vent, il flamba à merveille. J'eus alors la certitude que si toutefois c'était un navire, ce feu serait immanquablement aperçu. Et il le fut sans aucun doute, car à peine mon bois se fut-il embrasé que j'entendis un 3e coup de canon, qui fut suivi de plusieurs autres, venant tous du même point. J'entretins mon feu toute la nuit jusqu'à l'aube,
et quand il fit grand jour et que l'air se fut éclairci, je vis quelque chose en mer, tout à fait à l'est de l'île. Était-ce un navire ou des débris de navire? Je ne pus le distinguer, voir même avec mes lunettes d'approche, la distance étant trop grande et le temps encore trop brumeux, du moins en mer. Durant tout le jour, je regardai fréquemment cet objet. Je m'aperçus bientôt qu'il ne se mouvait pas, et j'en conclus que ce devait être un navire à l'ancre. Brûlant de m'en assurer, comme on peut bien le croire, je pris mon fusil à la main et je courus vers la partie méridionale de l'île, vers les rochers où j'avais été autrefois entraîné par les courants. Je gravis sur leur sommet, et, le temps étant alors parfaitement clair, je vis distinctement, mais à mon grand chagrin, la carcasse d'un vaisseau échoué pendant la nuit, sur les roches à fleur d'eau, que j'avais trouvé en me mettant en mer avec ma chaloupe, et qui, résistant à la violence du courant, faisait cette espèce de contre-courant ou remous, par lequel j'avais été délivré de la position la plus désespérée et la plus désespérante où je me sois trouvé de ma vie. C'est ainsi que ce qui est le salut de l'un fait la perte de l'autre. Car il est probable que ce navire, quel qu'il fût, n'ayant aucune connaissance de ces roches entièrement cachées sous l'eau, y avait été poussé durant la nuit par un vent violent soufflant de l'est et de l'est-nord-est. Si l'équipage avait découvert l'île, ce que je ne puis supposer, il aurait nécessairement tenté de se sauver à terre dans la chaloupe. Les coups de canon qu'il avait tirés, surtout en voyant mon feu, comme je l'imaginais, me remplirent la tête d'une foule de conjectures. Tantôt je pensais qu'apercevant mon fanal, il s'était jeté dans la chaloupe pour tâcher de gagner le rivage, mais que la lame étant très forte, il avait été emporté. Tantôt je m'imaginais qu'il avait commencé par perdre sa chaloupe, ce qui arrive souvent lorsque les flots, se brisant sur un navire, forcent les matelots à défoncer et à mettre en pièces leur embarcation ou à la jeter par-dessus le bord. D'autres fois, je me figurais que le vaisseau ou les vaisseaux qui allaient de conserve avec celui-ci, avertis par les signaux de détresse, avaient recueilli et emmené cet équipage. Enfin, dans d'autres moments, je pensais que tous les hommes du bord étaient descendus dans leur chaloupe, et que, drossés par le courant qui m'avait autrefois entraîné, ils avaient été emportés dans le grand océan, où ils ne trouveraient rien que la misère et la mort, ou peut-être ils seraient réduits par la faim à se manger les uns les autres. Mais, comme cela n'était que des conjectures, je ne pouvais, en ma position, que considérer l'infortune de ces pauvres gens et m'apitoyer. Ce qui eut sur moi la bonne influence de me rendre de plus en plus reconnaissant envers Dieu, dont la Providence avait pris dans mon malheur un soin si généreux de moi, que, de 2 équipages perdus sur ces côtes, moi seul avait été préservé. J'appris de là encore qu'il est rare que Dieu nous plonge dans une condition si basse, dans une misère si grande, que nous ne puissions trouver quelque sujet de gratitude, et trouver de nos semblables jetés dans des circonstances pires que les nôtres. Tel était le sort de cet équipage, dont il n'était pas probable qu'aucun homme n'eût échappé. Rien ne pouvait faire croire qu'il n'avait pas péri tout entier, à moins de supposer qu'il eût été sauvé par quelque autre bâtiment allant avec lui de conserve. Mais ce n'était qu'une pure possibilité, car je n'avais vu aucun signe, aucune apparence de rien de semblable. Je ne puis trouver d'assez énergiques paroles pour exprimer l'ardent désir, l'étrange envie que ce naufrage éveilla à mon âme, et qui souvent s'en exhalait ainsi. Oh, si une ou deux, une seule âme avait pu être sauvée du navire, avait pu en réchapper, afin que je puisse avoir un compagnon, un semblable, pour parler et pour vivre avec moi. Dans tout le cours de ma vie solitaire, je ne désirais jamais si ardemment la société des hommes, et je n'éprouvai jamais un plus profond regret d'en être séparé. Il y a dans nos passions certaines sources secrètes, qui, lorsqu'elles sont vivifiées par des objets présents ou absents, mais rendues présents à notre esprit par la puissance de notre imagination,
entraîne notre âme avec tant d'impétuosité vers les objets de ses désirs que la non-possession en devient vraiment insupportable. Telle était l'ardeur de mes souhaits pour la conservation d'un seul homme, que je répétais, je crois, 1000 fois ces mots. Oh, qu'un homme ait été sauvé! Oh, qu'un seul homme ait été sauvé! J'étais si violemment irritée par ce désir en prononçant ces paroles que mes mains se saisissaient, que mes doigts pressaient la paume de mes mains, et avec tant de rage que si j'eusse tenu quelque chose de fragile, je l'eusse brisé involontairement. Mes dents claquaient dans ma bouche et se serraient si fortement que je fus quelque temps avant de pouvoir les séparer. Que les naturalistes expliquent ces choses, leur raison et leur nature. Quant à moi, je ne puis que consigner ce fait, qui me parut toujours surprenant et dont je ne pus jamais me rendre compte. C'était sans doute l'effet de la fougue de mon désir et de l'énergie de mes idées, me représentant toute la consolation que j'aurais puisée dans la société d'un chrétien comme moi. Mais cela ne devait pas être. Leur destinée ou la mienne, ou toutes deux peut-être, l'interdisaient. Car jusqu'à la dernière année de mon séjour dans l'île, j'ai ignoré si quelqu'un s'était ou ne s'était pas sauvé du naufrage. J'eus seulement quelques jours après l'affliction de voir le corps d'un jeune garçon noyé jeté sur le rivage, à l'extrémité de l'île, proche du vaisseau naufragé. Il n'avait pour tout vêtement qu'une veste de matelot, un caleçon de toile ouvert aux genoux et une chemise bleue. Rien ne put me faire deviner quelle était sa nation. Il n'avait dans ses poches que 2 pièces de 8 et une pipe à tabac qui avait 10 fois plus de valeur pour moi. La mer était calme alors, et j'avais grande envie de m'aventurer dans ma pirogue jusqu'au navire. Je ne doutais nullement que je pusse trouver à bord quelque chose pour mon utilité, mais ce n'était pas là le motif qui m'y portait le plus. J'y étais entraîné par la pensée que je trouverais peut-être quelque créature dont je pourrais sauver la vie, et par là réconforter la mienne au plus haut degré. Cette pensée me tenait tellement au cœur que je n'avais de repos ni jour ni nuit, et qu'il fallut que je me risquasse à aller à bord de ce vaisseau. Je m'abandonnai donc à la providence de Dieu, persuadé que j'étais qu'une impulsion si forte, à laquelle je ne pouvais résister, devait venir d'une invisible direction, et que je serais coupable envers moi si je ne le faisais point. Sous le coup de cette impression, je regagnai à grands pas mon château, afin de préparer tout pour mon voyage. Je pris une bonne quantité de pain, un grand pot d'eau fraîche, une boussole pour me gouverner, une bouteille de rhum, j'en avais encore beaucoup en réserve, et une pleine corbeille de raisins. Chargé ainsi, je retournai à ma pirogue. Je vidai l'eau qui s'y trouvait, je la mis à flot, et j'y déposai toute ma cargaison. Je revins ensuite chez moi prendre une seconde charge, composée d'un grand sac de riz, de mon parasol, pour placer au-dessus de ma tête et me donner de l'ombre, d'un second pot d'eau fraîche, de 2 douzaines environ de mes petits pains ou gâteaux d'orge, d'une bouteille de lait de chèvre et d'un fromage. Je portais tout cela à mon embarcation, non sans beaucoup de peine et de sueur. Ayant prié Dieu de diriger mon voyage, je me mis en route, et ramant ou pagaillant le long du rivage, je parvins enfin à l'extrême pointe de l'île sur le côté nord-est. Là, il s'agissait de se lancer dans l'océan, de s'aventurer ou de ne pas s'aventurer. Je regardai les courants rapides qui à quelque distance régnaient des 2 côtés de l'île. Le souvenir des dangers que j'avais courus me rendit ce spectacle bien terrible, et le cœur commença à me manquer, car je pressentis que si un de ces courants m'entraînait, je serais emporté en haute mer, peut-être hors de la vue de mon île, et qu'alors, comme ma pirogue était fort légère, pour peu qu'un joli frais s'élevât, j'étais inévitablement perdu. Ces pensées oppressèrent tellement mon âme que je commençai à abandonner mon entreprise. Je halai ma barque dans une crique du rivage, je gagnai un petit tertre, et je m'y assis, inquiet et pensif,
flottant entre la crainte et le désir de faire mon voyage. Tandis que j'étais à réfléchir, je m'aperçus que la marée avait changé et que le flot montait, ce qui rendait pour quelque temps mon départ impraticable. Il me vint alors à l'esprit de gravir sur la butte la plus haute que je pourrais trouver et d'observer les mouvements de la marée pendant le flux, afin de juger si, entraîné par l'un de ces courants, je ne pourrais pas être ramené par l'autre avec la même rapidité. Cela ne me fut pas plus tôt entré dans la tête que je jetai mes regards sur un monticule qui dominait suffisamment les deux côtés, et d'où je vis clairement la direction de la marée et la route que j'avais à suivre pour mon retour. Le courant du jusant sortait du côté de la pointe sud de l'île. Le courant du flot rentrait du côté du nord. Tout ce que j'avais à faire pour opérer mon retour était donc de serrer la pointe septentrionale de l'île. Enhardi par cette observation, je résolus de partir le lendemain matin avec le commencement de la marée. Ce que je fis en effet, après avoir reposé la nuit dans mon canot, sous la grande houppe-lambe dont j'ai fait mention. Je gouvernai premièrement plein nord, jusqu'à ce que je me sentisse soulevé par le courant qui portait à l'est, et qui m'entraîna à une grande distance, sans cependant me désorienter, ainsi que l'avait fait autrefois le courant sur le côté sud, et sans m'ôter toute la direction de ma pirogue. Comme je faisais un bon sillage avec ma pagaie, j'allai droit au navire échoué, et en moins de 2 heures, je l'atteignis. C'était un triste spectacle à voir. Le bâtiment, qui me parut espagnol par sa construction, était fiché et enclavé entre 2 roches. La poupe et la hanche avaient été mises en pièces par la mer, et comme le gaillard d'avant avait donné contre les rochers avec une violence extrême, le grand mât et le mât de misaine s'étaient brisés à la base. Mais le beaupré était resté en bon état, et l'avant et l'éperon paraissaient fermes. Lorsque je me fus approché, un chien parut sur le tillac. Me voyant venir, il se mit à japper et à aboyer. Aussitôt que je l'appelai, il sauta à la mer pour venir à moi, et je le pris dans ma barque. Le trouvant à moitié mort de faim et de soif, je lui donnai un de mes pains, qu'il engloutit comme un loup vorace ayant jeûné 15 jours dans la neige. Ensuite je donnai de l'eau fraîche à cette pauvre bête, qui, si je l'avais laissé faire, aurait bu jusqu'à en crever. Après cela, j'allai à bord. La première chose que j'y rencontrai, ce fut dans la cuisine, sur le gaillard d'avant, 2 hommes noyés et qui se tenaient embrassés. J'en conclus, cela est au fait probable, qu'au moment où, durant la tempête, le navire avait touché, les lames brisaient si haut et avec tant de rapidité que ces pauvres gens n'avaient pu s'en défendre et avaient été étouffés par la continuelle chute des vagues, comme s'ils eussent été sous l'eau. Outre le chien, il n'y avait rien à bord qui fût en vie, et toutes les marchandises que je pus voir étaient avariées. Je trouvai cependant, arrimés dans la cale, quelques tonneaux de liqueur. Était-ce du vin ou de l'eau-de-vie, je ne sais. L'eau, en se retirant, les avait laissés à découvert, mais ils étaient trop gros pour que je pusse m'en saisir. Je trouvai aussi plusieurs coffres, qui me parurent avoir appartenu à des matelots, et j'en portai 2 dans ma barque, sans examiner ce qu'ils contenaient. Si la poupe avait été garantie et que la proue eût été brisée, je suis persuadé que j'aurais fait un bon voyage, car, à en juger par ce que je trouvai dans les coffres, il devait y avoir à bord beaucoup de richesses. Je présume, par la route qu'il tenait, qu'il devait venir de Buenos Aires ou de Rio de la Plata, dans l'Amérique méridionale, en delà du Brésil, et devait aller à la Havane, dans le golfe du Mexique, et de là peut-être en Espagne. Assurément, ce navire recelait un grand trésor, mais perdu à jamais pour tout le monde. Et qu'était devenu le reste de son équipage? Je ne le sus pas alors. Outre ces coffres, j'y trouvai un petit tonneau plein d'environ 20 gallons de liqueur, que je transportai dans ma pirogue, non sans beaucoup de difficulté. Dans une cabine, je découvris plusieurs mousquets et une grande poire à poudre en contenant environ 4 livres.
Quant au mousquet, je n'en avais pas besoin, je l'ai laissé donc, mais je pris le cornet à poudre. Je pris aussi une pelle et des pincettes qui me faisaient extrêmement faute, 2 chaudrons de cuivre, un grill et une chocolatière. Avec cette cargaison et le chien, je me mis en route, quand la marée commença à porter vers mon île, que le même soir, à 1 heure de la nuit environ, j'atteignis, harassé, épuisé de fatigue. Je reposai cette nuit dans ma pirogue, et le matin, je résolus de ne point porter mes acquisitions dans mon château, mais dans ma nouvelle caverne. Après m'être restauré, je débarquai ma cargaison, et je me mis à en faire l'inventaire. Le tonneau de liqueur contenait une sorte de rhum, mais non pas de la qualité de celui qu'on boit au Brésil, en un mot détestable. Quand j'en vins à ouvrir les coffres, je découvris plusieurs choses dont j'avais besoin. Par exemple, dans l'un je trouvai un beau coffret renfermant des flacons de forme extraordinaire et remplis d'eau cordiale, fines et très bonnes. Les flacons, de la contenance de 3 pintes, étaient tout garnis d'argent. Je trouvai 2 pots d'excellente confiture si bien bouchés que l'eau n'avait pu y pénétrer, et 2 autres qu'elle avait tout à fait gâtés. Je trouvai en outre de fort bonnes chemises, qui furent les bienvenues, et environ 12 et demi de mouchoirs de toile blanche et de cravates de couleur. Les mouchoirs furent aussi les bien reçus, rien n'étant plus rafraîchissant pour m'essuyer le visage dans les jours de chaleur. Enfin, lorsque j'arrivai au fond du coffre, je trouvai 3 grands sacs de pièces de 8, qui contenaient environ 1100 pièces en tout, et dans l'un de ces sacs, 6 doublons d'or enveloppés dans un papier, et quelques petites barres ou lingots d'or, qui, je le suppose, pesaient à peu près 1 livre. Dans l'autre coffre, il y avait quelques vêtements, mais de peu de valeur. Je fus porté à croire que celui-ci avait appartenu au maître canonnier, par cette raison qu'il ne s'y trouvait point de poudre, mais environ 2 livres de pulvérin dans 3 flasques, mis en réserve, je suppose, pour charger des armes de chasse dans l'occasion. Somme toute, par ce voyage, j'avais acquis peu de choses qui me fût d'un très grand usage. Car pour l'argent, je n'en avais que faire. Il était pour moi comme la boue sous mes pieds. Je l'aurais donné pour 3 ou 4 paires de bas et de souliers anglais, dont j'avais grand besoin. Depuis bien des années, j'étais réduit à m'en passer. J'avais alors, il est vrai, 2 paires de souliers que j'avais pris aux pieds des 2 hommes noyés que j'avais découverts à bord, et 2 autres paires que je trouvai dans l'un des coffres, ce qui me fut fort agréable. Mais ils ne valaient pas nos souliers anglais, ni pour la commodité, ni pour le service, étant plutôt ce que nous appelons des escarpins que des souliers. Enfin, je tirai du second coffre environ 50 pièces de 8 en réaux, mais point d'or. Il est à croire qu'il avait appartenu à un marin plus pauvre que le premier, qui doit avoir eu quelque officier pour maître. Je portai néanmoins cet argent dans ma caverne, et je l'y serrai comme le premier que j'avais sauvé de notre bâtiment. Ce fut vraiment grand dommage, comme je le disais tantôt, que l'autre partie du navire n'eût pas été accessible. Je suis certain que j'aurais pu en tirer de l'argent, de quoi charger plusieurs fois ma pirogue, argent qui, si je fus jamais parvenu à m'échapper et à m'enfuir en Angleterre, aurait pu rester en sûreté dans ma caverne jusqu'à ce que je revinsse le chercher. Après avoir tout débarqué et tout mis en lieu sûr, je retournai à mon embarcation. En ramant ou pagaillant le long du rivage, je la ramenai dans sa rade ordinaire, et je revins en hâte à ma demeure, où je retrouvai tout dans la paix et dans l'ordre. Je me remis donc à vivre selon mon ancienne manière et à prendre soin de mes affaires domestiques. Pendant un certain temps, mon existence fut assez agréable. Seulement, j'étais encore plus vigilant que de coutume. Je faisais le guet plus souvent, et ne mettais plus aussi fréquemment le pied dehors. Si parfois je sortais avec quelque liberté, c'était toujours dans la partie orientale de l'île, où j'avais la presque certitude que les sauvages ne venaient pas, et où je pouvais aller sans autant de précaution,
sans ce fardeau d'armes et de munitions que je portais toujours avec moi lorsque j'allais de l'autre côté. Je vécus près de 2 ans encore dans cette situation. Mais ma malheureuse tête, qui semblait faite pour rendre mon corps misérable, fut durant ces 2 années toujours emplie de projets et de desseins pour tenter de m'enfuir de mon île. Quelquefois je voulais faire une nouvelle visite au navire échoué, quoique ma raison me criât qu'il n'y restait rien qui valût les dangers du voyage. D'autres fois je songeais à aller çà et là, tantôt d'un côté, tantôt dans un autre, et je crois vraiment que si j'avais eu la chaloupe sur laquelle je m'étais échappé de Salé, je me serais aventuré en mer pour aller n'importe en quel lieu, pour aller je ne sais où. J'ai été, dans toutes les circonstances de ma vie, un exemple vivant de ceux qui sont atteints de cette plaie générale de l'humanité, d'où découle gratuitement la moitié de leur misère. J'entends la plaie de n'être point satisfait de la position où Dieu et la nature les ont placés. Car sans parler de mon état primitif et de mon opposition aux excellents conseils de mon père, opposition qui fut, si je puis l'appeler ainsi, mon péché originel, n'était-ce pas un égarement de même nature qui avait été l'occasion de ma chute dans cette misérable condition ? Si cette providence, qui m'avait si heureusement établi au Brésil comme planteur, eût limité mes désirs, si je m'étais contenté d'avancer pas à pas, j'aurais pu être alors, j'entends au bout du temps que je passais dans mon île, un des plus grands colons du Brésil, car je suis persuadé, par les progrès que j'avais faits dans le peu d'années que j'y vécus, et ceux que j'aurais probablement faits si j'y fusse demeuré, que je serais devenu riche à 100 000 moïs d'or. J'avais bien à faire en vérité de laisser là une fortune assise, une plantation bien pourvue, s'améliorant et prospérant, pour m'en aller comme Subricarque chercher des nègres en Guinée, tandis qu'avec de la patience et du temps, mon capital s'étant accru, j'en aurais pu acheter au seuil de ma porte, à ces gens dont ce trafic était le seul négoce. Il est vrai qu'il m'aurait coûté quelque chose de plus, mais cette différence de prix pouvait-elle compenser de si grands hasards ? La folie est ordinairement le lot des jeunes têtes, et la réflexion sur les folies passées est ordinairement l'exercice d'un âge plus mûr ou d'une expérience payée cher. J'en étais là alors, et cependant l'erreur avait jeté de si profondes racines dans mon cœur que je ne pouvais me satisfaire de ma situation, et que j'avais l'esprit appliqué sans cesse à rechercher les moyens et la possibilité de m'échapper de ce lieu. Pour que je puisse, avec le plus grand agrément du lecteur, entamer le reste de mon histoire, il est bon que je donne quelques détails sur la conception de mes absurdes projets de fuite, et que je fasse voir comment et sur quelle fondation j'édifiais. Qu'on suppose maintenant que je suis retiré dans mon château, après mon dernier voyage au bâtiment naufragé, que ma frégate est désarmée et amarrée sous l'eau comme de coutume, et ma condition est rendue à ce qu'elle était auparavant. J'ai, il est vrai, plus d'opulence, mais je n'en suis pas plus riche, car je n'en fais ni plus de cas ni plus d'usage que les Indiens du Pérou avant l'arrivée des Espagnols. Par une nuit de la saison pluvieuse de mars, dans la 24e année de ma vie solitaire, j'étais couché dans mon lit, ou hamac, sans pouvoir dormir, mais en parfaite santé. Je n'avais de plus qu'à l'ordinaire ni peine, ni indisposition, ni trouble de corps, ni trouble d'esprit. Cependant, il m'était impossible de fermer l'œil, du moins pour sommeiller. De toute la nuit, je ne m'assoupis pas autrement que comme il suit. Il serait aussi impossible que superflu de narrer la multitude innombrable de pensées qui, durant cette nuit, me passèrent par la mémoire, cette grande artère du cerveau. Je me représentais toute l'histoire de ma vie en miniature ou en raccourci, pour ainsi dire, avant et après ma venue dans l'île. Dans mes réflexions sur ce qu'était ma condition depuis que j'avais abordé cette terre, je vins à comparer l'état heureux de mes affaires pendant les premières années de mon exil à cet état d'anxiété,
de crainte et de précaution dans lequel je vivais depuis que j'avais vu l'empreinte d'un pied d'homme sur le sable. Il n'est pas croyable que les sauvages n'eussent pas fréquenté l'île avant cette époque. Peut-être y étaient-ils descendus au rivage par centaines, mais comme je n'en avais jamais rien su et n'avais pu en concevoir aucune appréhension, ma sécurité était parfaite, bien que le péril fût le même. J'étais aussi heureux en ne connaissant point les dangers qui m'entouraient que si je n'y eusse réellement point été exposé. Cette vérité fit naître en mon esprit beaucoup de réflexions profitables, et particulièrement celle-ci. Combien est infiniment bonne cette Providence, qui, dans sa sagesse, a posé des bornes étroites à la vue et à la conscience de l'homme. Quoiqu'il marche au milieu de 1000 dangers, dont le spectacle, s'il se découvrait à lui, troublerait son âme et terrasserait son courage, il garde son calme et sa sérénité, parce que l'issue des choses est cachée à ses regards, parce qu'il ne sait rien des dangers qui l'environnent. Après que ces pensées m'eurent distrait quelque temps, je vins à réfléchir sérieusement sur les dangers réels que j'avais courus durant tant d'années dans cette île, même où je me promenais dans la plus grande sécurité, avec toute la tranquillité possible, quand peut-être il n'y avait que la pointe d'une colline, un arbre ou les premières ombres de la nuit, entre moi et le plus affreux de tous les sorts, celui de tomber entre les mains des sauvages, des cannibales, qui se seraient saisis de moi dans le même but que je le faisais d'une chèvre ou d'une tortue, et n'auraient pas plus pensé faire un crime en me tuant et en me dévorant que moi en mangeant un pigeon ou un courlis. Je serais injustement mon propre détracteur si je disais que je ne rendis pas sincèrement grâce à mon divin conservateur pour toutes les délivrances inconnues qu'avec la plus grande humilité je confessais devoir à sa toute particulière protection, sans laquelle je serais inévitablement tombé entre ses mains impitoyables. Ces considérations m'amenèrent à faire des réflexions sur la nature de ces sauvages, et à examiner comment il se faisait qu'en ce monde, le sage gouverneur de toutes choses eût abandonné quelques-unes de ces créatures à une telle inhumanité, au-dessous de la brutalité même, qu'elles vont jusqu'à se dévorer dans leur propre espèce. Mais comme cela n'aboutissait qu'à des spéculations vaines pour le moment, je me pris à rechercher dans quel endroit du monde ces malheureux vivaient. À quelle distance était la côte d'où ils venaient? Pourquoi ils s'aventuraient si loin de chez eux? Quelle sorte de bateau ils avaient? Et pourquoi je ne pourrais pas en ordonner de moi et de mes affaires, de façon à être à même d'aller à eux aussi bien qu'ils venaient à moi? Je ne me mis nullement en peine de ce que je ferais de moi quand je serais parvenu là, de ce que je deviendrais si je tombais entre les mains des sauvages. Comment je leur échapperais s'ils m'entreprenaient? Comment il me serait possible d'aborder à la côte sans être attaqué par quelqu'un d'eux, de manière à ne pouvoir me délivrer moi-même? Enfin, s'il advenait que je ne tombasse point à leur pouvoir, comment je me procurerais des provisions, et vers quel lieu je dirigerais ma course? Aucune de ces pensées, dis-je, ne se présenta à mon esprit. Mon idée de gagner la terre ferme dans ma pirogue l'absorbait. Je regardais ma position d'alors comme la plus misérable qui pût être, et je ne voyais pas comment rencontrer rien de pire, sauf la mort. Ne pouvais-je pas trouver du secours en atteignant le continent? Ou ne pouvais-je le côtoyer comme le rivage d'Afrique, jusqu'à ce que je parvinsse à quelque pays habité où l'on me prêterait assistance? Après tout, n'était-il pas possible que je rencontrasse un bâtiment chrétien qui me prendrait à son bord? Et enfin, le pire du pire advenant, je ne pouvais que mourir, ce qui tout d'un coup mettrait fin à toutes mes misères. Notez, je vous prie, que tout ceci était le fruit du désordre de mon âme et de mon esprit véhément, exaspéré en quelque sorte par la continuité de mes souffrances et par le désappointement que j'avais eu à bord du vaisseau naufragé, où j'avais été si près d'obtenir ce dont j'étais ardemment désireux,
c'est-à-dire quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui pût me donner quelque connaissance du lieu où j'étais et m'enseigner des moyens probables de délivrance. J'étais donc, dis-je, totalement bouleversé par ces pensées. Le calme de mon esprit, puisé dans ma résignation à la Providence et ma soumission aux volontés du ciel, semblait être suspendu. Et je n'avais pas, en quelque sorte, la force de détourner ma pensée de ce projet de voyage, qui m'assiégeait de désirs si impétueux qu'il était impossible d'y résister. Après que cette passion m'eut agité pendant 2 heures et plus, avec une telle violence que mon sang bouillonnait et que mon pouls battait comme si la ferveur extraordinaire de mes désirs m'eût donné la fièvre, la nature, fatiguée, épuisée, me jeta dans un profond sommeil. On pourrait croire que mes songes roulèrent sur le même projet, mais non pas, ni sur rien qui s'y rapportât. Je rêvais que, sortant un matin de mon château comme de coutume, je voyais sur le rivage 2 canots et 11 sauvages débarquant et apportant avec eux un autre sauvage pour le tuer et le manger. Tout à coup, comme il s'apprêtait à égorger ce sauvage, il bondit au loin et se prit à fuir pour sauver sa vie. Alors, je crus voir dans mon rêve que pour se cacher, il accourait vers le bocage épais masquant mes fortifications, puis que, m'apercevant qu'il était seul et que les autres ne le cherchaient point par ce chemin, je me découvrais à lui en lui souriant et l'encourageant, et qu'il s'agenouillait devant moi et semblait implorer mon assistance. Sur ce, je lui montrai mon échelle, je l'y faisais monter et je l'introduisais dans ma grotte, et il devenait mon serviteur. Sitôt que je me fus acquis cet homme, je me dis « Maintenant, je puis certainement me risquer à gagner le continent, car ce compagnon me servira de pilote, me dira ce qu'il faut faire, me dira où aller pour avoir des provisions ou ne pas aller de peur d'être dévoré. Bref, les lieux à aborder et ceux à fuir. » Je me réveillai avec cette idée. J'étais encore sous l'inexprimable impression de joie qu'en rêve j'avais ressentie à l'aspect de ma délivrance. Mais en revenant à moi et en trouvant que ce n'était qu'un songe, je ressentis un désappointement non moins étrange et qui me jeta dans un grand abattement d'esprit. J'en tirai toutefois cette conclusion, que le seul moyen d'effectuer quelque tentative de fuite, c'était de m'acquérir un sauvage, surtout, si c'était possible, quelque prisonnier condamné à être mangé et amené à terre pour être égorgé. Mais une difficulté s'élevait encore. Il était impossible d'exécuter ce dessein sans assaillir et massacrer toute une caravane. Vrai coup de désespoir qui pouvait si facilement manquer. D'un autre côté, j'avais de grands scrupules sur la légitimité de cet acte, et mon cœur bondissait à la seule pensée de verser tant de sang, bien que ce fût pour ma délivrance. Il n'est pas besoin de répéter ici les arguments qui venaient plaider contre ce bon sentiment. Ce sont les mêmes que ceux dont il a déjà été fait mention. Mais quoique j'eusse encore d'autres raisons à exposer alors, c'est-à-dire que ces hommes étaient mes ennemis et me dévoreraient s'il leur était possible, que c'était réellement pour ma propre conservation que je devais me délivrer de cette mort dans la vie, et que j'agissais pour ma propre défense, tout aussi bien que s'ils m'attaquaient. Quoique, dis-je, toutes ces raisons militassent pour moi. Cependant, la pensée de verser du sang humain pour ma délivrance m'était si terrible que j'eus beau faire, je ne pus de longtemps me concilier avec elle. Néanmoins, enfin, après beaucoup de délibérations intimes, après de grandes perplexités, car tous ces arguments pour et contre s'agitèrent longtemps dans ma tête, mon véhément désir prévalut et étouffa tout le reste, et je me détournai, coûte que coûte, à m'emparer de quelqu'un de ces sauvages. La question était alors de savoir comment m'y prendre, et c'était chose difficile à résoudre. Mais comme aucun moyen probable ne se présentait à mon choix, je résolus donc de faire seulement sentinelle pour guetter quand il débarquerait,
de n'arrêter mes mesures que dans l'occasion, de m'abandonner à l'événement, de le laisser être ce qu'il voudrait. Plein de cette résolution, je me mis en vedette aussi souvent que possible. Si souvent même que je m'en fatiguai profondément, car pendant 1 an et demi je fis le guet, et allai une grande partie de ce temps au moins 1 fois par jour à l'extrémité ouest et sud-ouest de l'île pour découvrir des canaux, mais sans que j'aperçusse rien. C'était vraiment décourageant, et je commençai à m'inquiéter beaucoup, bien que je ne puisse dire qu'en ce cas mes désirs se soient émoussés comme autrefois. Ma passion croissait avec l'attente. En un mot, je n'avais pas été d'abord plus soigneux de fuir la vue des sauvages et d'éviter d'être aperçu par eux, que j'étais alors désireux de les entreprendre. Alors je me figurais même que si je m'emparais de 2 ou 3 sauvages, j'étais capable de les gouverner de façon à m'en faire des esclaves, à me les assujettir complètement et à leur ôter à jamais tout moyen de me nuire. Je me complaisais dans cette idée, mais toujours rien ne se présentait. Toutes mes volontés, tous mes plans n'aboutissaient à rien, car il ne venait point de sauvages. 1 an et demi environ après que j'eus conçu ces idées, et que par une longue réflexion j'eus en quelque manière décidé qu'elles demeureraient sans résultat faute d'occasion, je fus surpris un matin, de très bonne heure, en ne voyant pas moins de 5 canaux tous ensemble au rivage, sur mon côté de l'île. Les sauvages à qui ils appartenaient étaient déjà à terre et hors de ma vue. Le nombre de ces canaux rompait toutes mes mesures, car n'ignorant pas qu'il venait toujours 4 ou 6, quelquefois plus, dans chaque embarcation, je ne savais que penser de cela, ni quel plan dresser pour attaquer moi seul 20 ou 30 hommes. Aussi demeurai-je dans mon château, embarrassé et abattu. Cependant, dans la même attitude que j'avais prise autrefois, je me préparais à repousser une attaque. J'étais tout prêt à agir si quelque chose se fût présenté. Ayant attendu longtemps, et longtemps prêté l'oreille pour écouter s'il se faisait quelque bruit, je m'impatientai enfin. Et laissant mes 2 fusils au pied de mon échelle, je montai jusqu'au sommet de mon rocher, en 2 escalades, comme d'ordinaire. Là, posté de façon que ma tête ne parût point au-dessus de la cime, pour qu'en aucune manière on ne pût m'apercevoir, j'observai à l'aide de mes lunettes d'approche qu'ils étaient au moins au nombre de 30, qu'ils avaient allumé un feu et préparé leur nourriture. Quel aliment était-ce et comment l'accommodaient-ils? C'est ce que je ne pus savoir. Mais je les vis tous danser autour du feu, et suivant leur coutume, avec je ne sais combien de figures et de gesticulations barbares. Tandis que je regardais ainsi, j'aperçus par ma longue vue 2 misérables qu'on tirait des pirogues, où sans doute ils avaient été mis en réserve, et qu'alors on faisait sortir pour être massacrés. J'en vis aussitôt tomber l'un d'eux, assommé, je pense, avec un casse-tête ou un sabre de bois, selon l'usage de ces nations. 2 ou 3 de ces meurtriers se mirent incontinents à l'œuvre et le dépecèrent pour leur cuisine, pendant que l'autre victime demeurait là, en attendant qu'ils fussent prêts pour elle. En ce moment même, la nature inspira à ce pauvre malheureux, qui se voyait un peu en liberté, quelques espoirs de sauver sa vie. Il s'élança et se prit à courir avec une incroyable vitesse le long des sables, droit devant moi, j'entends vers la partie de la côte où était mon habitation. Je fus horriblement effrayé, il faut que je l'avoue, quand je le vis enfiler ce chemin, surtout quand je m'imaginais le voir poursuivi par toute la troupe. Je crus alors qu'une partie de mon rêve allait se vérifier et qu'à coup sûr il se réfugierait dans mon bocage. Mais je ne comptais pas du tout que le dénouement serait le même, c'est-à-dire que les autres sauvages ne l'y pourchasseraient pas et ne l'y trouveraient point. Je demeurai toutefois à mon poste, et bientôt je recouvrai quelque peu mes esprits, lorsque je reconnus qu'il n'était que 3 hommes à sa poursuite. Je retrouvai surtout du courage en voyant qu'il les surpassait excessivement à la course et gagnait du terrain sur eux, de manière que s'ils pouvaient aller de ce train une demi-heure encore, il était indubitable qu'ils leur échapperaient.
Il y avait entre eux et mon château la crique dont j'ai souvent parlé dans la première partie de mon histoire, quand je fis le sauvetage du navire. Et je prévis qu'il faudrait nécessairement que le pauvre infortuné la passât à la nage ou qu'il fût pris. Mais lorsque le sauvage échappé eut atteint jusque-là, il ne fit ni une ni deux malgré la marée haute, il s'y plongea. Il gagna l'autre rive en une trentaine de brassées ou environ, et se reprit à courir avec une force et une vitesse sans pareille. Quand ces 3 ennemis arrivèrent à la crique, je vis qu'il n'y en avait que 2 qui sussent nager. Le 3e s'arrêta sur le bord, regarda sur l'autre côté et n'alla pas plus loin. Au bout de quelques instants, il s'en retourna pas à pas, et d'après ce qui advint, ce fut très heureux pour lui. Toutefois, j'observai que les 2 qui savaient nager mirent à passer la crique 2 fois plus de temps que n'en avait mis le malheureux qui les fuyait. Mon esprit conçut alors avec feu et irrésistiblement que l'heure était venue de m'acquérir un serviteur, peut-être un camarade ou un ami, et que j'étais manifestement appelé par la Providence à sauver la vie de cette pauvre créature. Aussitôt je descendis en toute hâte par mes échelles, je pris les 2 fusils que j'y avais laissés au pied, comme je l'ai dit tantôt, et remontant avec la même précipitation, je m'avançai vers la mer. Ayant coupé au plus court et par un chemin tout en pente, je pus me précipiter entre les poursuivants et le poursuivi, et j'appelai le fuyard. Il se retourna et fut peut-être d'abord tout aussi effrayé de moi que d'eux. Mais je lui fis signe de la main de revenir, et en même temps je m'avançai lentement vers les 2 qui accouraient. Tout à coup je me précipitai sur le premier, et je l'assommai avec la crosse de mon fusil. Je ne me souciais pas de faire du feu, de peur que la détonation ne fût entendue des autres, quoiqu'à cette distance cela ne se pût guère. D'ailleurs, comme il n'aurait pu apercevoir la fumée, il n'aurait pu aisément savoir d'où cela provenait. Ayant donc assommé celui-ci, l'autre qui le suivait s'arrêta, comme s'il eût été effrayé. J'allais à grands pas vers lui. Mais quand je m'en fus approché, je le vis armé d'un arc et prêt à décocher une flèche contre moi. Placé ainsi dans la nécessité de tirer le premier, je le fis et le tuai du premier coup. Le pauvre sauvage échappé avait fait halte, mais bien qu'il vît ses 2 ennemis mordre la poussière, il était pourtant si épouvanté du feu et du bruit de mon arme qu'il demeura pétrifié, n'osant aller ni en avant ni en arrière. Il me parut cependant plutôt disposé à s'enfuir encore qu'à s'approcher. Je l'appelai de nouveau et lui fis signe de venir, ce qu'il comprit facilement. Il fit alors quelques pas et s'arrêta, puis s'avança un peu plus et s'arrêta encore. Et je m'aperçus qu'il tremblait, comme s'il eût été fait prisonnier et sur le point d'être tué, comme ses 2 ennemis. Je lui fis signe encore de venir à moi, et je lui donnai toutes les marques d'encouragement que je pus imaginer. De plus près en plus près, il se risqua, s'agenouillant à chaque 10 ou 12 pas pour me témoigner sa reconnaissance de lui avoir sauvé la vie. Je lui souriais, je le regardais aimablement, et l'invitait toujours à avancer. Enfin il s'approcha de moi, puis s'agenouillant encore, baisa la terre, mit sa tête sur la terre, prit mon pied et mit mon pied sur sa tête. Ce fut, il me semble, un serment juré d'être à jamais mon esclave. Je le relevai, je lui fis des caresses et le rassurai par tout ce que je pus. Mais la besogne n'était pas achevée, car je m'aperçus alors que le sauvage que j'avais assommé n'était pas tué, mais seulement étourdi, et qu'il commençait à se remettre. Je le montrai du doigt à mon sauvage, en lui faisant remarquer qu'il n'était pas mort. Sur ce, il me dit quelques mots qui, bien que je ne les comprisse pas, me furent bien doux à entendre, car c'était le premier son de voix humaine, la mienne exceptée, que j'eusse ouï depuis 25 ans. Mais l'heure de m'abandonner à de pareilles réflexions n'était pas venue. Le sauvage abasourdi avait recouvré assez de force pour se mettre sur son séant, et je m'apercevais que le mien commençait à s'en effrayer. Quand je vis cela, je pris mon second fusil et couchai en joue notre homme, comme si j'eusse voulu tirer sur lui. Là-dessus, mon sauvage, car dès lors je pouvais l'appeler ainsi, me demanda que je lui prêtasse mon sabre qui pendait nu à mon côté. Je le lui donnai. Il ne l'eut pas plus tôt qu'il courut à son ennemi et d'un seul coup lui trancha la tête, si adroitement
qu'il n'y a pas en Allemagne un bourreau qui l'eût fait ni plus vite ni mieux. Je trouvais cela étrange pour un sauvage, que je supposais avec raison n'avoir jamais vu auparavant d'autres sabres que les sabres de bois de sa nation. Toutefois il paraît, comme je l'appris plus tard, que ces sabres sont si affilés, sont si pesants et d'un bois si dur, qu'ils peuvent d'un seul coup abattre une tête ou un bras. Après cet exploit, il revint à moi, riant en signe de triomphe, et avec une foule de gestes que je ne compris pas, il déposa à mes pieds mon sabre et la tête du sauvage. Mais ce qui l'intrigua beaucoup, ce fut de savoir comment de si loin j'avais pu tuer l'autre Indien. Et me le montrant du doigt, il me fit des signes pour que je lui laissasse aller. Je lui répondis donc du mieux que je pus, que je le lui permettais. Quand il s'en fut approché, il le regarda et demeura là, comme un ébahi. Puis, le tournant tantôt d'un côté et tantôt d'un autre, il examina la blessure. La balle avait frappé juste dans la poitrine et avait fait un trou d'où peu de sang avait coulé. Sans doute il s'était épanché intérieurement, car il était bien mort. Enfin il lui prit son arc et ses flèches et s'en revint. Je me mis alors en devoir de partir, et je l'invitai à me suivre, en lui donnant à entendre qu'il en pourrait survenir d'autres en plus grand nombre. Sur ce, il me fit signe qu'il voulait enterrer les 2 cadavres, pour que les autres, s'ils accouraient, ne pussent les voir. Je le lui permis, et il se jeta à l'ouvrage. En un instant, il eut creusé avec ses mains un trou dans le sable assez grand pour y ensevelir le premier, qu'il y traîna et qu'il recouvrit. Il en fit de même pour l'autre. Je pense qu'il ne mit pas plus d'1 quart d'heure à les enterrer tous les 2. Je le rappelai alors et l'emmenai, non dans mon château, mais dans la caverne que j'avais plus avant dans l'île. Je fis ainsi mentir cette partie de mon rêve qui lui donnait mon bocage pour abri. Là, je lui offris du pain, une grappe de raisin et de l'eau, dont je vis qu'il avait vraiment grand besoin à cause de sa course. Lorsqu'il se fut restauré, je lui fis signe d'aller se coucher et de dormir, en lui montrant un tas de paille de riz avec une couverture dessus, qui me servait quelquefois de lit. La pauvre créature se coucha donc et s'endormit. C'était un grand beau garçon, svelte, bien tourné et à mon estime d'environ 26 ans. Il avait un bon maintien, l'aspect ni arrogant ni farouche, et quelque chose de très mâle dans la face. Cependant, il avait aussi toute l'expression douce et molle d'un Européen, surtout quand il souriait. Sa chevelure était longue et noire, et non pas crépue comme de la laine. Son front était haut et large, ses yeux vifs et pleins de feu. Son teint n'était pas noir, mais très basané, sans rien avoir cependant de ce ton jaunâtre, cuivré et nauséabond des Brésiliens, des Virginiens et autres naturels de l'Amérique. Il approchait plutôt d'une légère couleur d'olive foncée, plus agréable en soi que facile à décrire. Il avait le visage rond et potelé, le nez petit et non pas aplati comme ceux des nègres, la bouche belle, les lèvres minces, les dents fines, bien rangées et blanches comme ivoire. Après avoir sommeillé plutôt que dormi environ une demi-heure, il s'éveilla et sortit de la caverne pour me rejoindre, car j'étais allé traire mes chèvres, parquées dans l'enclos près de là. Quand il m'aperçut, il vint à moi en courant, et se jeta à terre avec toutes les marques possibles d'une humble reconnaissance, qu'il manifestait par une foule de grotesques gesticulations. Puis il posa sa tête à plat sur la terre, prit l'un de mes pieds et le posa sur sa tête, comme il avait déjà fait. Puis il m'adressa tous les signes imaginables d'assujettissement, de servitude et de soumission, pour me donner à connaître combien était grand son désir de s'attacher à moi pour la vie. Je le comprenais en beaucoup de choses, et je lui témoignai que j'étais fort content de lui. En peu de temps, je commençai à lui parler et à lui apprendre à me parler. D'abord, je lui fis savoir que son nom serait Vendredi. C'était le jour où je lui avais sauvé la vie.
et je l'appelai ainsi en mémoire de ce jour. Je lui enseignai également à m'appeler maître, à dire oui et non, et je lui appris ce que ces mots signifiaient. Je lui donnai ensuite du lait dans un pot de terre. J'en bus le premier, j'y trempai mon pain, et lui donnai un gâteau pour qu'il fît de même. Il s'en accommoda aussitôt, et me fit signe qu'il trouvait cela fort bon. Je demeurai là toute la nuit avec lui. Mais dès que le jour parut, je lui fis comprendre qu'il fallait me suivre et que je lui donnerais des vêtements. Il parut charmé de cela, car il était absolument nu. Comme nous passions par le lieu où il avait enterré les deux hommes, il me le désigna exactement et me montra les marques qu'il avait faites pour le reconnaître, en me faisant signe que nous devrions les déterrer et les manger. Là-dessus, je parus fort en colère. Je lui exprimai mon horreur en faisant comme si j'allais vomir à cette pensée, et je lui enjoignis de la main de passer outre, ce qu'il fit sur-le-champ, avec une grande soumission. Je l'emmenai alors sur le sommet de la montagne pour voir si les ennemis étaient partis. Et, braquant ma longue-vue, je découvris parfaitement la place où ils avaient été, mais aucune apparence d'eux ni de leurs canots. Il était donc clair qu'ils étaient partis et qu'ils avaient laissé derrière eux leurs deux camarades sans faire aucune recherche. Mais cette découverte ne me satisfaisait pas. Ayant alors plus de courage et conséquemment plus de curiosité, je pris mon Vendredi avec moi. Je lui mis une épée à la main, sur le dos l'arc et les flèches dont je le trouvais très adroit à se servir. Je lui donnai aussi à porter un fusil pour moi. J'en pris deux moi-même, et nous marchâmes vers le lieu où avaient été les sauvages, car je désirais en avoir de plus amples nouvelles. Quand j'y arrivai, mon sang se glaça dans mes veines, et mon cœur défaillit à un horrible spectacle. C'était vraiment chose terrible à voir, du moins pour moi, car cela ne fit rien à Vendredi. La place était couverte d'ossements humains, la terre teinte de sang. Ça et là étaient des morceaux de chair mangés à moitié, déchirés et rôtis. En un mot, toutes les traces d'un festin de triomphe qu'ils avaient fait là, après une victoire sur leurs ennemis. Je vis 3 crânes, 5 mains, les os de 3 ou 4 jambes, des os de pieds et une foule d'autres parties du corps. Vendredi me fit entendre par ses signes que les sauvages avaient amené 4 prisonniers pour les manger, que 3 l'avaient été, et en se désignant lui-même qu'il était le 4e, qu'il y avait eu une grande bataille entre eux et un roi leur voisin, dont se semble il était le sujet, qu'un grand nombre de prisonniers avaient été faits et conduits en différents lieux par ceux qui les avaient pris dans la déroute, pour être mangés, ainsi que l'avait été ce débarqué par ces misérables. Je commandai à Vendredi de ramasser ces crânes, ces os, ces tronçons et tout ce qui restait, de les mettre en un monceau et de faire un grand feu dessus pour les réduire en cendres. Je m'aperçus qu'il avait encore un violent appétit pour cette chair et que son naturel était encore cannibale. Mais je lui montrai tant d'horreur à cette idée, à la moindre apparence de cet appétit, qu'il n'osa pas le découvrir, car je lui avais fait parfaitement comprendre que s'il le manifestait, je le tuerais. Lorsqu'il eut fait cela, nous nous en retournâmes à notre château, et là je me mis à travailler avec mon serviteur Vendredi. Avant tout, je lui donnai une paire de caleçons de toile que j'avais tirés du coffre du pauvre canonnier dont il a été fait mention, et que j'avais trouvé dans le bâtiment naufragé. Avec un léger changement, elle lui alla très bien. Je lui fabriquai ensuite une casaque de peau de chèvre, aussi bien que me le permit mon savoir. J'étais devenu alors un assez bon tailleur. Puis je lui donnai un bonnet très commode et assez saillant, que j'avais fait avec une peau de lièvre. Il fut ainsi passablement habillé pour le moment, et on ne peut plus ravi de se voir presque aussi bien vêtu que son maître. À la vérité, il eut d'abord l'air fort empêché dans toutes ces choses. Ses caleçons étaient portés gauchement, ses manches de casaque le gênaient aux épaules et sous les bras. Mais,
ayant élargi les endroits où il se plaignait qu'elle lui faisait mal, et lui-même s'y accoutumant, il finit par s'en accommoder fort bien. Le lendemain du jour où je vins avec lui à mon clapier, je commençai à examiner où je pourrais le loger. Afin qu'il fût commodément pour lui et cependant très convenablement pour moi, je lui élevai une petite cabane dans l'espace vide entre mes deux fortifications, en dedans de la dernière et en dehors de la première. Comme il y avait là une ouverture donnant dans ma grotte, je façonnai une bonne huisserie et une porte de planche que je posai dans le passage, un peu en dedans de l'entrée. Cette porte était ajustée pour ouvrir à l'intérieur. La nuit, je la barrai et retirai aussi mes deux échelles, de sorte que vendredi n'aurait pu venir jusqu'à moi dans mon dernier retranchement sans faire, en grimpant, quelque bruit qui m'aurait immanquablement réveillé. Car ce retranchement avait alors une toiture faite de longues perches couvrant toute ma tente, s'appuyant contre le rocher et entrelacée de branchages, en guise de latte, chargée d'une couche très épaisse de paille de riz, aussi forte que les roseaux. À la place où était le trou que j'avais laissé pour entrer ou sortir avec mon échelle, j'avais posé une sorte de trappe qui, si elle eût été forcée à l'extérieur, ne se serait point ouverte, mais serait tombée avec un grand fracas. Quant aux armes, je les prenais toutes avec moi pendant la nuit. Mais je n'avais pas besoin de tant de précautions, car jamais homme n'eut un serviteur plus sincère, plus aimant, plus fidèle que Vendredi. Sans passion, sans obstination, sans volonté, complaisant et affectueux, son attachement pour moi était celui d'un enfant pour son père. J'ose dire qu'il aurait sacrifié sa vie pour sauver la mienne en toute occasion. La quantité de preuves qu'il m'en donna mit cela hors de doute, et je fus bientôt convaincu que pour ma sûreté, il n'était pas nécessaire d'user de précautions à son égard. Ceci me donna souvent occasion d'observer, et avec étonnement, que si toutefois il avait plu à Dieu, dans sa sagesse et dans le gouvernement des œuvres de ses mains, de détacher un grand nombre de ces créatures du bon usage auquel sont applicables leurs facultés et les puissances de leur âme, il leur avait pourtant accordé les mêmes forces, la même raison, les mêmes affections, les mêmes sentiments d'amitié et d'obligeance, les mêmes passions, le même ressentiment pour les outrages, le même sens de gratitude, de sincérité, de fidélité. Enfin, toutes les capacités pour faire et recevoir le bien qui nous ont été données à nous-mêmes. Et que lorsqu'il plaît à Dieu de leur envoyer l'occasion d'exercer leurs facultés, ces créatures sont aussi disposées, même mieux disposées que nous, à les appliquer au bon usage pour lequel elles leur ont été départies. Je devenais parfois très mélancolique lorsque je réfléchissais au médiocre emploi que général nous faisons de toutes ces facultés, quoique notre intelligence soit éclairée par ce flambeau de l'instruction, l'Esprit de Dieu, et que notre entendement soit agrandi par la connaissance de sa parole. Pourquoi, me demandai-je, plaît-il à Dieu de cacher cette connaissance salutaire à tant de millions d'âmes, qui, à en juger par ce pauvre sauvage, en aurait fait un meilleur usage que nous? De là, j'étais quelquefois entraîné si loin que je m'attaquais à la souveraineté de la Providence, et que j'accusais, en quelque sorte, sa justice d'une disposition assez arbitraire pour cacher la lumière aux uns, la révéler aux autres, et cependant attendre de tous les mêmes devoirs. Mais aussitôt je coupai court à ces pensées et les réprimai par cette conclusion: que nous ignorons selon quelle lumière et quelle loi seront condamnées ces créatures, que Dieu, étant par son essence infiniment saint et équitable, si elles étaient condamnées à ne le point connaître, c'était pour avoir péché contre cette lumière qui, comme dit l'Écriture, était une loi pour elles, et selon des règles que leur propre conscience aurait reconnues être justes, bien que le principe n'en fût point manifeste pour nous. Qu'enfin, nous sommes tous comme l'argile entre les mains du potier, à qui nul vase n'a droit de dire
pourquoi m'as-tu fait ainsi ?